Alors, donc, le premier point, d'abord, je voulais dire que, bon, j'espère que nous allons pas fétichiser les mots, mais en même temps, les mots sont importants, comme dit le site. Pas fétichiser les mots, ça veut dire effectivement aller derrière les mots, d'ailleurs les catégories économiques, comme Karl Marx le préconise, dans le capitalisme, comme dans les sociétés qui se sont réclamées du socialisme, derrière les mots, derrière les catégories, le plan, le marché, la propriété, le socialisme, le capitalisme, pour voir la réalité des relations des êtres humains entre eux, pas des hommes, des êtres humains entre eux, et des êtres humains à la nature, comme un enjeu majeur, bien sûr. Mais on a besoin de mots pour exprimer des projets. Et bon, moi, je fétichise pas le terme éco-socialisme, je le trouve plutôt bien en première approximation pour pouvoir indiquer au moins deux choses. D'une part, écosocialisme, ça s'oppose à capitalisme, un système que l'on combat. Donc il y a un enjeu stratégique là de lutte contre le système, dans son essence et ses transformations et sa diversité. Stéphane a évoqué la diversité, c'est pas un obstacle. Parler de capitalisme n'empêche pas de parler de sa diversité. Et deuxièmement, d'indiquer effectivement un but sans avoir un modèle, mais au moins par le double qualificatif écosocialisme, de se différencier du passé. C'est déjà, donc ça permet d'indiquer des éléments, des routes, mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Donc il faut aller. Donc c'est le premier point, remettre le débat sur ses pieds en relégitimant, je dirais, le projet éco-socialiste, démocratique, radical, comme ça a été dit. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus, en partant des finalités. Et si on part des finalités, ça veut dire aussi redonner son sens au mot communisme et socialisme, utilisé de façon indifférente pour désigner non pas un modèle particulier, ni une étape, encore moins, avec des définitions, le socialisme à chacun, mais pour définir et indiquer un objectif d'émancipation radicale contre tous les rapports de domination, ceux qui avaient été désignés, analysés bien ou mal ou insuffisamment par Marx, ou avant lui, ou après lui, donc en incorporant tous les acquis des luttes d'émancipation des femmes, notamment, des luttes sur les questions de la sexualité, etc., des luttes contre le racisme, des questions nationales, etc., tous les rapports d'oppression, et la satisfaction des besoins au sens riche. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il y a quelque part une définition, ni un arbitre suprême, ni parti, ni Dieu, ni César, ni tribun, pour définir ce que sont les besoins fondamentaux. C'est donc un enjeu démocratique. Mais c'est bel et bien la satisfaction de ces besoins au travers d'un processus d'émancipation dans lequel les fins sont un moyen. C'est-à-dire l'émancipation des êtres humains pour déterminer eux-mêmes quels sont les besoins et les priorités à satisfaire et comment, eh bien, implique comme moyen fondamental l'auto-organisation individuelle et collective des êtres humains. Ça ne donne pas de recette sur comment organiser tout ça, mais ça donne de sacrés fils conducteurs pour les débats non dogmatiques, parce qu'on peut rester tout à fait, je dirais, ferme, avec des convictions très, très enracinées, plus que jamais, sur l'objectif communiste, non pas, comme le disait ce matin Thierry, en identifiant communisme à un totalitarisme, alors donc on serait plutôt socialiste que communiste. Non. On reprend à notre compte, je pense, les idéaux émancipateurs du communisme et du manifeste, qui sont une émancipation de chacun et chacune, dirons-nous aujourd'hui, comme condition de l'émancipation de tous et toutes. Donc, idéaux d'émancipation que l'on peut reprendre et non pas un modèle particulier. Bon, et on peut par contre discuter de façon non dogmatique les moyens. Et il faut tordre le cou, c'est pour ça que j'avais des réticences à entrer dans le débat par le plan, c'est-à-dire tendre le cou à l'idée que c'est un certain nombre de moyens qui définissent le projet communiste.
Ça ne veut pas dire, et loin de là, que la planification n'est pas essentielle. J'y reviendrai, elle est essentielle. Mais il faut le démontrer, il faut le reconstruire, le relégitimer à partir des finalités et de l'analyse critique. Alors l'analyse critique, elle porte sur... Alors bien sûr, comme disait Stéphane ce matin, tout ne se réduit pas au capitalisme, on peut remonter à l'histoire longue et à le dépasser, bon, c'est certain. Mais néanmoins, nous sommes confrontés de façon stratégique à l'échelle internationale au capitalisme réellement existant et à l'expérience des pays dits socialistes. Ça n'est pas symétrique. Ça n'est pas symétrique et c'est ce que je voudrais simplement essayer de souligner très vite à la serpe et avec peut-être simplement quelques thèses, mais pas... Alors, premièrement, le capitalisme est l'enjeu face auquel les ruptures du XXe siècle se sont réalisées. Donc, c'est l'enjeu stratégique du XIXe, XXe siècle et qui est à nouveau un enjeu globalisé aujourd'hui, central, de système, qui doit être abordé à la fois dans son essence et dans sa diversité historique. Donc, on remonte l'essence... comme dirait, ça a été dit donc ce matin, mais je pense c'est très important de revenir à cette dualité que soulevait Laurence ce matin dans son topo sur la surexploitation par le capitalisme de la force de travail d'une part et de la terre d'autre part, des ressources naturelles. Et Polanyi avait montré la grande transformation que représentait le capitalisme, non pas l'introduction du marché qui existait avant lui, mais sa généralisation notamment sur 3 dimensions qui sont effectivement, on peut les symboliser, la force de travail devenue marchandise. Deuxièmement, la terre transformée en marchandise. Alors on peut élargir à l'ensemble des ressources de la nature et on est en plein cœur des enjeux écologiques. Et la monnaie. Et la monnaie, il n'y a pas de capitalisme sans objectif de profit. AM à prime, comme dirait le cycle du capital dans Marx, c'est-à-dire l'investissement en monnaie transformée en capital dans n'importe quoi. M, c'est n'importe quoi. Pour avoir A' supérieur à A, pour avoir une plus-value monétaire. Et sans la monnaie devenue ce ressort fondamental de l'investissement et de la logique, on ne comprend pas l'essence du capitalisme. Ça ne suffit pas pour comprendre ensuite comment il se réalise historiquement, d'abord comme système monde, et pour prolonger ce que disait Laurence ce matin dans l'histoire, y compris de la surexploitation, de pourquoi le pétrole, etc., il faut voir évidemment l'exportation par la colonisation des problèmes et des crises du capitalisme du centre vers ses périphéries et semi-périphéries pour s'approprier des ressources avec les multinationales du pétrole, ce qui n'a pas été dit ce matin, mais qu'on peut incorporer dans le débat, qui permettait d'imposer un prix international du pétrole non marchand, très bas, comme source d'une accumulation pour résoudre les problèmes de crise de profit dans le capitalisme, notamment du XXe siècle. Donc, la combinaison de l'essence, but du profit, avec la surexploitation force de travail de la nature au travers d'un système monde capitaliste avec sa diversité nationale, mais qui a des rapports de colonisation pour l'appropriation des ressources naturelles. Et c'est à nouveau à l'ordre du jour dans les résistances des peuples des pays de la semi-périphérie contre la réappropriation néocoloniale par les firmes multinationales de leurs ressources. Et on a une tâche particulière et centrale, notamment en ce qui concerne la France, par rapport aux questions de l'environnement, face aux 2 principales firmes multinationales, notamment donc concernant l'eau, qui, sur le plan international, au travers de partenariats privés-publics, cherchent à s'approprier des ressources. Bon, je ne redéveloppe pas ce point-là. Le bilan du socialisme réel, donc nous avons affaire, donc c'est pas mon sujet ici, et ici c'est connu, le bilan du capitalisme sur la surexploitation des ressources humaines et naturelles et leur articulation, donc je développe pas, les ruptures avec le capitalisme, et donc le bilan du socialisme réel, je mets socialisme réel, mais évidemment entre guillemets, c'est le bilan, ce que je voudrais défendre de façon synthétique, mais ça demanderait beaucoup plus, peut-être un débat complètement à part, c'est ce que j'ai envoyé dans mon plan, l'idée que le stalinisme ne doit pas cacher
comme un arbre, la forêt des enjeux du projet socialiste qui sont nos enjeux. Les questions et le bilan du bureaucratisme, les bilans de l'expérience socialiste, c'est notre bilan. C'est à l'intérieur de notre enjeu que nous devons discuter de cette question-là, avec beaucoup d'erreurs qui ont été commises et qui ne sont pas simplement la faute aux autres et la faute aux staliniens. Donc je ne voudrais pas que l'arbre, de ce point de vue-là, du stalinisme, cache effectivement la forêt d'enjeux qui concernent, d'une part, les ignorances que véhiculaient les marxistes, autant que les autres êtres humains à une certaine époque par rapport aux enjeux écologiques, bien sûr. Il y a toute une part d'ignorance radicale de déplacer des fleuves entiers avec les dégâts que l'on connaît, mais aussi le lysenkisme, etc. Enfin, donc tout le volontarisme dans la pensée donc de transformation socialiste qui était évidemment complètement largement délirant. Mais beaucoup de problèmes non pensés et non ou mal pensés par Marx et qui sont les résultats de l'expérience, le bureaucratisme étant le premier, étant non pas quelque chose d'extérieur, dont le stalinisme serait simplement le prototype dont il faut se débarrasser, mais qui est un problème intérieur au mouvement ouvrier, aux syndicats, aux partis, à nous, et à toute expérience révolutionnaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que les concepts qui interprètent, si vous voulez, l'expérience socialisme réelle, simplement comme étant autre chose et pas nous, loupent quelque chose, c'est-à-dire la nécessité d'incorporer le bureaucratisme comme étant un danger auquel il faut résister, mais qui guette toute expérience révolutionnaire et donc les problèmes du plan, et qui met effectivement, comme ça a été dit, la démocratie au cœur du problème. Et je rappelle que l'autogestion a été introduite en Yougoslavie par un parti qualifié par certains trotskistes comme simplement stalinien, le Parti communiste yougoslave, et que beaucoup de anti-staliniens et ex- ou toujours trotskistes considèrent que l'autogestion n'est pas à l'ordre du jour dans une révolution, qu'il faut attendre un certain développement des forces productives pour introduire l'autogestion, qu'il faut d'abord un plan centralisé et centraliste et que dans l'histoire de la Ligue communiste révolutionnaire passée, il a fallu, et dans la 4e internationale, il a fallu l'expérience et les liens avec les marxistes yougoslaves et l'expérience autogestionnaire yougoslave pour incorporer, pas de façon mutualisée suffisante, mais pour incorporer une réflexion critique sur l'autogestion, autogestion qui, contrairement à ce qui a été dit ce matin par Laurent, n'est pas assimilable à l'autogestion entreprise par entreprise. Comme le mot socialisme et communisme, il faut distinguer l'autogestion comme enjeu d'émancipation et de statut de l'individu responsable, et ensuite le modèle dans lequel il s'applique. Et même en Yougoslavie, il y a eu plusieurs phases. Et donc, l'autogestion, c'est d'abord l'idée d'un projet autogestionnaire. Ça n'était pas intégré pleinement. Alors, c'est dans Marx, l'association directe des producteurs. Mais ça n'est pas effectivement incorporé de façon suffisante dans la pensée des marxistes, et y compris des trotskistes. Et enfin, la question paysanne. Les ouvriers et les travailleurs, les prolétaires, sont effectivement un acteur beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus complexe que analysé par Marx. Mais la paysannerie, donc pensons aux travailleurs au sens large, ruraux, et la paysannerie traversée par des clivages de classe est un acteur majeur, et des révolutions passées et des résistances actuelles, et y compris des projets communautaires et communistes. Alors, si on n'incorpore pas tout ça dans notre pensée, ça ira mal. Alors, je termine ce point très vite par 3 remarques. 1. Question centrale. Derrière le plan, comme derrière le marché, quel est le statut des êtres humains? Ça, c'est l'enjeu effectivement nécessaire. Et ce qui est majeur pour un projet socialiste, la domination des valeurs d'usage contre les valeurs marchandes. Deuxièmement, la réflexion sur l'aliénation des individus, comme les marxistes yougoslaves l'avaient souligné, c'est l'aliénation par le marché et par l'État. Donc nous devons mener ces deux luttes de façon articulée. Troisièmement,
Là, le socialisme, le communisme ne doit pas être défini comme un système avec des définitions, mais comme un projet, avec bien sûr des ruptures stratégiques avec le capitalisme, mais un projet qui ne peut pas être réalisé, qui doit rester en permanence comme un horizon à conquérir, vers lequel se rapprocher, qui ne doit pas être défini par les moyens, qui ne doit pas être défini comme sans conflit, sans oppression, sans problème, sans bureaucratisme, sans erreur, sans monnaie, sans institution, sans tout ça. Non, il y a tout ça. Mais il y a tout ça avec la nécessité des responsabilités et de l'organisation démocratique radicale. Alors, clarification, deuxième point, distinction nécessaire. Distinction nécessaire. Premièrement, en ce qui concerne le plan dont on parle. Oui, non. Il y a effectivement, nous devons nous distinguer de façon radicale des notions de plan et de nationalisation capitaliste qui existent comme béquille du capitalisme. Hein. Donc, c'est-à-dire, y compris les théoriciens néoclassiques ou la synthèse keynésiano-marxiste a incorporé dans son corpus la possibilité de ces réponses-là à des défaillances du marché. Le marché restant le régulateur de base, les rapports capitalistes restant en place, c'est pas ça notre plan ni nos nationalisations. Donc, ce que l'on doit défendre de façon claire, dans l'optique éco-socialiste, précisément, c'est la remise en cause d'abord donc le plan et derrière le plan une certaine organisation en critique radicale, explicite des dégâts des relations marchandes et des relations sociales du capitalisme, hein, avec donc les priorités du plan collectivement déterminé et des droits de gestion à l'intérieur de ça, sur lequel je vais revenir. Deuxième remarque, catégorie monétaire et marchande. Je vais vite, mais c'est un débat important. Et là, il y a un débat avec Bettelheim dans le passé. Enfin, le socialisme ne peut pas se concevoir aujourd'hui. Je crois que personne ne le conçoit plus, chez les marxistes ou ailleurs, sans l'utilisation, j'ai plus que 2 minutes. Bon. D'une certaine monnaie ou d'un certain marché. Ça ne veut pas dire que l'existence de ces catégories implique la loi de la valeur et les rapports marchands. Donc on peut avoir... Et d'autre part, c'est pas parce qu'on a un mauvais plan ou des relations qui ne sont pas maîtrisées d'une façon socialisée parfaite qu'on a des rapports de marché. Donc il faut faire une analyse très concrète de la façon et des rapports de production particuliers derrière le plan. Troisième remarque, la nécessité de domination des valeurs d'usage et de la logique du plan contre celle des rapports marchands, ça veut dire non pas une institution, mais derrière cela l'idée d'une détermination a priori d'un certain nombre de besoins. Ça ne veut pas dire qu'on peut déterminer tous les besoins a priori, ni qu'il n'y a pas des rectifications possibles. Mais la logique du plan, qui peut se décliner à des tas de niveaux territoriaux, c'est effectivement de la détermination a priori et consciente d'un certain nombre d'objectifs explicites, donc en nature. Bon, alors je vais très vite sur les reformulations, si je peux demander 2 minutes juste de plus. Donc de reformulation à partir du bilan du passé et des mouvements récents. Premièrement, en Yougoslavie, il y a eu l'introduction à l'issue des différentes phases, si vous voulez, de la notion de propriété sociale et de planification autogestionnaire en critique, d'une part, d'un contenu soit d'un contenu étatiste de la propriété, soit dans une deuxième phase très courte, avec l'autogestion entreprise par entreprise et la mise en concurrence, un contenu en réalité de propriété de groupe avec une dimension anarcho-syndicaliste, hein, c'est-à-dire l'autogestion entreprise par entreprise. La notion de propriété sociale, qui est repensée aujourd'hui en liaison avec la notion de commun, c'est l'idée d'une propriété à tous et à tout le monde, qui rejoint les débats éco-syndicalistes évoqués ce matin, qui est l'idée que c'est pas parce qu'on est travailleur dans une entreprise d'automobile ou de l'énergie atomique qu'on doit déterminer tout seul en tant que travailleur les intérêts collectifs sur la gestion
de ce type de produit, ni d'ailleurs qu'on doit être responsable d'un licenciement parce qu'on a trop produit de ça ou qu'il faudrait reconvertir. Donc, il y a la notion de propriété sociale à tous et à tout le monde qui, évidemment, a été contestée avec la fameuse, par rapport au commun, le texte de 68, La tragédie des communs de Gareth Hardin, qui disait dans un système de propriété à tout le monde, où c'était l'expérience historique des biens qui ont été ensuite, enfin des terres communales entourées les enclosures au XIIe siècle, au XIXe siècle, c'était l'idée que s'il y a une propriété commune, en réalité, chacun intervient comme un passager clandestin et surexploite la propriété commune, ce qui ne permet pas une gestion efficace. Alors, je dirais que les débats qui sont actuellement menés dans l'ex-Yougoslavie notamment, et qui doivent être les nôtres, c'est qu'elle est, à partir du bilan de l'échec, alors je n'ai pas le temps de dire les causes internes et externes et le contexte de l'échec, mais il y a un élément fondamental de l'échec qui est précisément que même quand on s'est rapproché au travers de ce que préconisaient les communistes yougoslaves, de mécanismes de propriété sociale qui permettaient une communauté d'intérêts autogestionnaires associant producteurs, citoyens et institutions publiques, d'une part. Donc, ce n'est pas simplement les producteurs qui sont autogestionnaires. Deuxièmement, une conception territoriale de l'autogestion avec des chambres de l'autogestion à côté des chambres parlementaires. Donc, une possibilité au plan politique de penser aussi une possibilité de gestion de la planification territoriale à différents niveaux, municipaux, régionaux, nationaux, européens. Et troisièmement, le fait que vous aviez donc une possibilité de planification autogestionnaire, c'est-à-dire où les grands choix sont déterminés de façon autogestionnaire et contrôlée, avec des responsabilités territoriales articulées et un principe de subsidiarité à discuter. Et je dirais, pour entamer un dialogue avec le camarade Cédric, que je pense qu'au plan international et stratégique, là, il y a un problème aussi dans la détermination de la résistance territoriale au capitalisme réellement existant. Il y a une articulation du local au planétaire contre le capitalisme réellement existant. Il y a une articulation avec le national, mais le continental, notamment pour des raisons écologiques, de rapport de force et de crédibilité, est très important. Donc l'enjeu de construction de communs à l'échelle notamment des différents continents, c'est vrai pour les latino-américains, c'est vrai pour nous au niveau Europe, est absolument essentiel